Ma famille m'a oublié pendant 8 années consécutives exprès. J'ai toujours appelé, envoyé des cadeaux. Ils n'ont jamais répondu à mes appels, pas même une seule visite. Après avoir tant insisté, je me suis lassé et j'ai décidé d'y mettre un terme. J'ai changé de nom. J'ai vendu ma maison, résilié mon téléphone, disparu sans laisser de traces. 6 mois plus tard. La dernière fois que ma famille m'a contacté, ils voulaient 127 000 €. Pas de nouvelles, pas de « tu nous manques », pas de joyeux anniversaire ou de joyeux Noël, ni aucune des choses que les familles disent aux personnes qu'elles aiment vraiment. Juste mes économies, enveloppées dans un document légal qui m'aurait laissé sans rien si leur entreprise en faillite s'effondrait. 8 ans de silence, 288 appels ignorés, 23 000 € envoyés sans reconnaissance. Et quand ils se sont enfin souvenus de mon existence, c'était parce qu'ils étaient désespérés. Je m'appelle Sylvie, j'ai 34 ans, je suis comptable senior, le genre de personne qui documente tout. Et cette habitude, c'est la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire aujourd'hui au lieu d'être en faillite et brisée. Si vous regardez, veuillez vous abonner et laisser un commentaire en me disant d'où vous venez. Maintenant, laissez-moi vous ramener au moment où j'ai réalisé que je n'avais jamais été une fille pour eux, juste un fonds d'urgence avec un cœur qui bat. J'avais 26 ans lorsque j'ai eu ma première vraie promotion. Comptable junior chez Duval et Mercier Consulting à Lyon. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. Gagner après 3 ans de semaine de 70 heures et suffisamment de feuilles de calcul pour tapisser tout mon appartement. La première personne que j'ai appelée était mon père. Le téléphone a sonné 4 fois avant que sa messagerie vocale ne se déclenche. Bonjour, vous êtes bien chez Bernard Leroy. Laissez un message. J'en ai laissé un, puis un autre le lendemain, et encore un 3 jours plus tard. Il n'a jamais rappelé. Une semaine plus tard, je faisais défiler Facebook pendant ma pause déjeuner quand je l'ai vu. 47 personnes rassemblées autour de mon demi-frère Marc à sa fête de remise de diplôme du lycée. Des ballons, un gâteau à 3 étages. Le bras de mon père enroulé fièrement autour des épaules de Marc. Les deux souriaient comme s'ils venaient de conquérir le monde. Je n'avais pas été invité. Je n'avais même pas su que cela se passait. Malgré tout, j'ai envoyé à Marc une carte de félicitations avec un chèque de 500 € glissé à l'intérieur. Je me suis dit que le courrier s'était peut-être perdu. Peut-être avait-il essayé de me joindre et n'avait pas pu. Je leur ai trouvé des excuses parce que c'est ce que je faisais depuis que j'avais 12 ans. Depuis que ma mère était morte et que mon père avait épousé Catherine 2 ans plus tard. Marc a encaissé le chèque en 3 jours. Je le sais parce que j'ai vérifié mon relevé bancaire de manière obsessionnelle, attendant une quelconque reconnaissance. Un SMS de remerciement, un appel téléphonique, n'importe quoi. Rien n'est venu. C'est la première fois que j'ai commencé à tenir des registres. Appelez ça une habitude professionnelle. Je suis comptable après tout. Chaque appel sans réponse, chaque cadeau non reconnu, chaque silence qui s'étirait plus longtemps que le précédent. Je ne le savais pas alors, mais ces registres allaient un jour me sauver la vie, ou du moins me sauver de la perte de tout ce pourquoi j'avais travaillé. Le schéma est devenu clair au cours des 5 années suivantes, même si je refusais de voir ce que c'était. Marc m'a appelé pour la première fois en 18 mois quand il avait 23 ans. Pas de bavardage, pas de « comment vas-tu, ma sœur », juste « j'ai besoin de 8 000 € pour une start-up. C'est une affaire sûre. Je te rembourserai dans 6 mois. J'ai viré l'argent cet après-midi-là. La start-up, une application pour mettre en relation les promeneurs de chiens avec les propriétaires d'animaux, a fermé 4 mois plus tard. Marc n'a jamais mentionné me rembourser. Quand j'ai abordé le sujet lors d'une de mes messageries vocales sans réponse, j'ai reçu un SMS en retour. C'est serré. Tu comprends? J'ai compris. J'ai toujours compris. Il y a 3 ans, Catherine m'a envoyé un SMS pour la première fois en 26 mois. Je me souviens encore d'avoir fixé mon téléphone, le cœur battant, pensant que peut-être, enfin, quelque chose avait changé. Son message disait « Dommage d'urgence au toit à cause d'une tempête. Besoin de 15 000 € pour les réparations. Le crédit de ton père est à son maximum. S'il te plaît, aide la famille. » J'ai transféré l'argent dans les 48 heures, vidant la moitié de mon fonds d'urgence. 2 mois plus tard, j'ai vu son post Instagram. Catherine appuyée contre une toute nouvelle Lexus RX blanche nacrée, légendée et cadeau d'anniversaire à moi-même, béni, avec l'odeur de voiture neuve.
Le toit, d'après ce que je pouvais voir, était exactement le même sur toutes les photos. 23 000 €. C'est ce que je leur avais envoyé en 5 ans, sans compter les petits cadeaux, les cartes avec de l'argent, les boîtes d'abonnement à Noël. 23 000 €. Zéro mot de remerciement, zéro visite, zéro appel retourné. Mais je continuais à envoyer des cartes d'anniversaire. Je continuais à essayer parce que je croyais encore que le sang signifiait quelque chose, que si je les aimais juste assez, ils finiraient par m'aimer en retour. J'avais tort. Mais il me faudrait 3 ans de plus pour l'admettre. 14 mois. C'est le temps écoulé depuis que quelqu'un de ma famille avait reconnu mon existence sous quelque forme que ce soit. J'avais compté, non pas parce que je le voulais, mais parce que le silence était devenu si absolu que j'avais commencé à marquer les jours comme un prisonnier grattant des lignes sur le mur d'une cellule. Pendant ces 14 mois, j'ai appelé 17 fois. Chaque appel allait directement à la messagerie vocale. J'ai laissé des messages allant de « tout va bien », « j'espère que tout le monde va bien » à « tout va bien ». S'il vous plaît, rappelez-moi, jusqu'à enfin désespérément honnête. Je veux juste savoir si j'ai fait quelque chose de mal. S'il vous plaît. Messagerie vocale. Messagerie vocale. Messagerie vocale. J'ai envoyé une carte de Noël en décembre dernier avec une carte cadeau de 200 € pour chacun d'eux. Bernard, Catherine, Marc. J'ai suivi le colis. Signature confirmée. Livré le 21 décembre à 14h47. Aucune réponse. Pas un SMS, pas un email, pas même un merci automatique. En mars, j'avais commencé à accepter une vérité que j'avais fui pendant 8 ans. Je n'avais plus de famille. Peut-être n'en avais-je jamais vraiment eu. Je suis rentré du travail un vendredi soir, épuisé par la clôture de fin de mois et j'ai vérifié ma boîte aux lettres par habitude. Facture, courrier indésirable, offre de carte de crédit, et puis niché entre une facture d'eau et un catalogue de meubles, je l'ai vu. Une enveloppe crème, un papier cartonné épais, mon nom écrit en calligraphie élégante sur le devant. Dans le coin supérieur gauche, embossé en or. La famille Leroy. Mes mains ont tremblé en l'ouvrant. Vous êtes cordialement invité à célébrer le 65e anniversaire de Bernard Alain Leroy. L'Hôtel Grand Palais, Paris, France. 15 avril, 18h. Cravate noire facultative. Après 14 mois de silence, il s'était enfin souvenu de mon existence. La question était, pourquoi maintenant? J'ai fixé cette invitation pendant 2 heures. 87 invités. C'est ce qu'indiquait la carte de RSVP. Une célébration pour les amis proches, les associés et la famille chérie. L'Hôtel Grand Palais était le lieu d'événement le plus exclusif de Paris, le genre d'endroit où les magnats du pétrole et de l'immobilier organisaient leurs moments importants. J'avais cherché en ligne. Frais de réservation minimum de 35 000 € pour leur grande salle de bal. Ce n'était pas un dîner décontracté. C'était une déclaration. Et d'une manière ou d'une autre, après 8 ans de silence, j'avais été ajouté à la liste des invités. N'y va pas. C'était Antoine Dubois, mon collègue et ami le plus proche chez Duval et Mercier. Nous avions travaillé ensemble pendant 6 ans, et il connaissait ma situation familiale mieux que quiconque. Les appels sans réponse, les virements unidirectionnels, la carte de vœux envoyée dans le vide. Pourquoi t'inviterait-il maintenant, demanda Antoine, faisant tourner un stylo entre ses doigts, après 14 mois de rien. Peut-être qu'il est malade. Peut-être que c'est sa façon de me contacter. Antoine secoua lentement la tête. Les gens ne changent pas après 8 ans sans raison, Sylvie. Pas de bonne raison, en tout cas. Il fit une pause. Laisse-moi vérifier quelque chose avant que tu ne réserves un vol. Leroy Investissement, c'est ça? L'entreprise de ton père. J'ai acquiescé. Les dépôts publics sont disponibles via le bureau du greffier du tribunal de commerce de Paris. Les LLC immobilières doivent déclarer certaines choses. Laisse-moi juste jeter un coup d'œil, comme un service. Je voulais argumenter. Je voulais croire que l'invitation signifiait que mon père avait enfin réalisé ce qui lui manquait. Qu'il voulait que sa fille revienne dans sa vie. Mais la comptable en moi, la partie qui tenait des registres depuis 8 ans, savait qu'Antoine avait raison. Quelque chose dans cette invitation n'allait pas. D'accord, dis-je doucement. Vérifie. Mais j'y vais probablement quand même.
Antoine m'a appelé 3 jours plus tard à 21h47. J'étais en pyjama à moitié dans un verre de vin, essayant de ne pas penser à savoir si je devais acheter une nouvelle robe pour la fête. Tu dois voir ça, dit-il. Je t'envoie un fichier tout de suite. Mon ordinateur portable a sonné. L'email contenait un PDF, 17 pages de dépôt public, de documents judiciaires et de registres de privilèges pour le Roi Investissement SARL. Ce que j'ai lu m'a retourné l'estomac. Les résidences Le Roi. C'était le projet phare de mon père. 12 maisons de ville de luxe dans une communauté fermée à la périphérie de Paris. Selon ces documents, la construction avait 7 mois de retard. La date d'achèvement initiale était septembre de l'année dernière. Nous étions maintenant en avril et les structures n'étaient même pas terminées. Cela a empiré. 3 entrepreneurs avaient déposé des plaintes pour non-paiement. Construction Martinez pour 89 000 €, Électricité Apex pour 67 000 € et Plomberie Première pour 124 000 €. Total dû, 280 000 €. Le prêt bancaire de la Banque nationale, 2,1 millions à 8,5% d'intérêt, avait une date limite de prolongation au 20 avril, 5 jours après la fête d'anniversaire. S'il n'obtient pas de capital supplémentaire avant le 20, expliqua Antoine, la banque peut exiger le remboursement intégral du prêt, forcer une vente, le projet passe sous séquestre. J'ai fait le calcul. Même la vente des unités partiellement achevées ne couvrirait pas la dette. Bernard Leroy était sur le point de tout perdre. Et combien lui faudrait-il pour rester à flot? Environ 150 000 €, juste assez pour payer les entrepreneurs et convaincre la banque de prolonger. J'avais 127 000 € sur mon compte d'épargne. Soudain, l'invitation prenait tout son sens. Ils ne veulent pas de moi là-bas, murmurai-je. Ils veulent mon argent. J'ai quand même acheté le billet d'avion. 342 €, aller simple, Lyon à Paris. 14 avril, arrivé à 18h15 la veille de la fête. Je me suis dit que je devais aller jusqu'au bout. Je devais regarder mon père dans les yeux et comprendre une fois pour toutes si j'avais jamais été plus qu'un filet de sécurité financière. Mais je n'y allais pas à l'aveuglette. Pas cette fois. La nuit précédant mon vol, j'ai passé 4 heures à imprimer des documents, des relevés bancaires des 8 dernières années, montrant chaque virement que j'avais effectué à la famille Leroy. Daté, annoté, surligné, capture d'écran de SMS, journaux d'appel de mon opérateur téléphonique, reçus de cadeaux envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception. J'ai tout organisé dans une chemise cartonnée, puis j'ai copié les documents clés sur une clé USB que j'ai glissée dans mon bagage à main. Vieille habitude, toujours avoir une sauvegarde. À 7 heures du matin le 14 avril, j'ai appelé Antoine depuis la porte d'embarquement. Si tu n'as pas de mes nouvelles dans 48 heures, dis-je, envoie tout à mon email personnel, les relevés bancaires, les dépôts judiciaires, tout. Sylvie, c'est insensé. Tu sais ce qu'il prévoit? Pourquoi tomber dans le piège? J'ai regardé l'annonce d'embarquement clignotée sur l'écran. Parce que j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de les entendre le dire ou ne pas le dire. Je dois clore ce chapitre d'une manière ou d'une autre. Antoine resta silencieux un long moment. Fais attention et appelle-moi dès que tu es sorti de là. Je le ferai. J'ai embarqué dans l'avion avec 8 ans de preuves dans mon sac et un nœud à l'estomac qui ne voulait pas se défaire. Je n'allais pas à Paris pour me réconcilier. J'allais découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. L'hôtel Grand Palais ressemblait exactement aux photos de son site web et exactement au genre d'endroit où je n'avais pas ma place. Des lustres en cristal de la taille de voiture compacte. Des sols en marbre poli à la perfection. Le personnel en uniforme noirs impeccables se déplaçant silencieusement entre des invités qui portaient des montres valant plus que mon loyer annuel. J'ai vérifié mon reflet dans un miroir doré près de l'entrée. Ma robe était noire, simple, achetée chez Prêt à Accent Grave portée discount pour 89 € lors des soldes de l'année dernière. C'était la plus belle chose que je possédais. Ici, entouré de robes Valentino et de costumes Tom Ford, j'avais l'air d'une employée. La grande salle de bal comptait 87 invités à mon arrivée. J'avais compté les RSVP sur l'invitation, et la réalité correspondait. Des groupes d'étrangers bien habillés brandissant des coupes de champagne, un quatuor de jazz jouant doucement dans un coin, une tour de champagne scintillante sous un éclairage stratégique, et là, au centre de tout, se tenait mon père. Bernard Leroy, à 65 ans, avait l'air distingué d'une manière que l'argent achetait. Cheveux argentés parfaitement coiffés.
Un costume qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Des boutons de manchette qui captaient la lumière quand il gesticulait. À côté de lui, Catherine portait de la soie vert émeraude, des diamants à son cou et à ses oreilles. Marc se prélassait à proximité dans un blazer bleu marine, une Rolex captant la lumière chaque fois qu'il levait son verre. C'était leur monde, leur scène. Chaque personne dans cette pièce était là pour célébrer le succès de Bernard Leroy, son goût, son statut. Et je me tenais au bord de tout cela dans ma robe à 89 €, serrant une chemise cartonnée dans mon sac comme une bouée de sauvetage. Catherine m'a repéré la première. Son sourire a vacillé un instant avant de se fixer en quelque chose qui ressemblait presque à un accueil. « Oh » dit-elle assez fort pour que les invités proches l'entendent. « Tu es vraiment venu. » Mon père s'est retourné au mot de Catherine, et pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose traverser son visage. Surprise, calcul. Cela a disparu avant que je puisse le nommer, remplacé par un large sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Sylvie. Il a franchi la distance en 3 enjambées, les bras tendus. Ma fille, cela fait trop longtemps. 8 ans, papa. Vraiment? Il m'a prise dans une étreinte qui semblait répéter. Le temps passe vite. Tu es magnifique. J'ai appelé 288 fois. Tu n'as jamais répondu. Catherine s'est insérée en douceur, sa main sur le bras de mon père. Nous avons été si occupés avec l'entreprise. Tu sais ce que c'est. L'immobilier ne dort jamais. Marc s'est approché, le champagne débordant légèrement de son verre. Salut ma sœur, tu es superbe. Tu as des choses excitantes en ce moment? Nouveau travail? Nouveaux investissements? Tu as besoin de plus d'argent pour une autre start-up, Marc? Son sourire s'est tendu. Juste faire la conversation. Autour de nous, les invités nous ont jeté des regards de curiosité polie. La fille prodigue revenue pour la célébration du patriarche. Je pouvais les voir construire le récit dans leur tête. Réunion de famille, moment émouvant, peut-être un toast plus tard sur l'importance de l'unité. Ils n'avaient aucune idée. La main de mon père a trouvé mon coude, me guidant doucement vers le fond de la salle de bal. Viens, je veux te présenter des gens. Nous avons tellement de choses à rattraper. Sa prise était ferme, déterminée. Catherine a croisé son regard et a fait un petit signe de tête. Quelque chose est passé entre eux, un signal, une confirmation. Ils avaient planifié cela. Quoi qu'il arrive ensuite, ils l'avaient répété. En fait, dit Bernard, baissant la voix alors que nous approchions d'une porte latérale. Il y a quelque chose d'important dont je dois d'abord discuter avec toi en privé. Le piège se refermait, et j'y marchais droit. Avant que nous puissions atteindre la porte latérale, l'orchestre a cessé de jouer. Un projecteur s'est braqué sur la petite scène à l'avant de la salle de bal, et la main de mon père s'est resserrée sur mon coude. Attends, dit-il, d'abord ça. Il me guida vers la scène et je réalisai avec une inquiétude croissante qu'il avait l'intention que je me tienne à côté de lui devant tout le monde. La coordinatrice de l'événement tendit un microphone à Bernard. 87 visages se tournèrent vers nous. Amis, collègues, famille, commença Bernard, sa voix riche d'une chaleur travaillée. Merci à tous d'être ici pour célébrer cette étape importante avec moi. 65 ans et je dois chaque succès aux gens présents dans cette pièce. Applaudissements polis, coupe de champagne levée. Mais ce soir, je veux saluer quelqu'un de très spécial. Il se tourna vers moi et je sentis le poids de chaque regard dans la pièce. Ma fille Sylvie est enfin rentrée après de nombreuses années d'absence. La famille Leroy a toujours valorisé l'unité par-dessus tout, et sa présence ici ce soir signifie plus que je ne peux l'exprimer. Les applaudissements montèrent, des sourires partout. Une femme près de l'avant essuya ses yeux. Ils y croyaient. Chaque personne dans cette pièce regardait Bernard Leroy jouer le père aimant accueillant sa fille retrouvée, et il le croyait complètement. Je vis un homme en costume gris près du bar, carnet à la main, griffonnant rapidement. La presse? Bien sûr, il y avait la presse. Ce n'était pas seulement une fête d'anniversaire. C'était une performance. La famille passe toujours en premier, conclut Bernard, me serrant l'épaule. Peu importe à quel point nous nous égarons, nous retrouvons toujours le chemin de la maison. Plus d'applaudissements. Flash d'appareil photo. Je restais là, un sourire figé sur mon visage,
comprenant avec une clarté parfaite ce qui se passait. Il ne me souhaitait pas la bienvenue. Il réécrivait l'histoire. Étage 87 témoins venaient de le regarder faire. La pièce latérale était plus petite que prévu. Un salon privé attenant à la salle de bal, décoré dans le même style opulent, mais sans la foule. Une table en acajou trônait au centre, et sur cette table, une pile de documents. Catherine et Marc étaient déjà à l'intérieur, en attente. La porte se referma derrière nous, étouffant les sons de la fête. Maintenant, nous pouvons parler, dit Bernard, désignant les papiers. Assieds-toi, ma chérie. Je ne m'assis pas. Je m'avançai vers la table et regardai le document supérieur. Autorisation de virement de fonds, Leroy Investissement SARL. Numéro de compte partiellement masqué. Une ligne de montant laissée vide, mais avec 127 000 € écrits au crayon à côté. La note de quelqu'un à lui-même. Qu'est-ce que c'est? Une opportunité? Bernard s'installa sur une chaise en face de moi, détendu, confiant. Les résidences Leroy vont être le développement le plus prestigieux de la région parisienne. Les préventes dépassent déjà les prévisions. Nous avons juste besoin d'une petite injection de capital pour traverser une situation temporaire de trésorerie. Vous voulez mes économies? Je veux que tu investisses dans l'héritage de ta famille. Il sourit. 18 mois, tu doubleras ton retour. Je te le garantis. Je tournai à la page 3. Là, enfoui dans les petits caractères, je trouvais ce que je cherchais. Investissement non remboursable en cas de dissolution ou de faillite du projet. Je sortis mon téléphone de mon sac et pris une photo de la page. Rapide, décontracté, l'instinct de la comptable. Qu'est-ce que tu fais? La voix de Catherine s'aiguisa. Je vérifie les conditions. Je suis une comptable professionnelle, Catherine. Je lis les contrats avant de les signer. Si tu ne signes pas, dit Catherine doucement, s'approchant. Tout le monde là-bas saura exactement quel genre de fille tu es, abandonnant ton père quand il a le plus besoin de toi. C'était ça, la menace derrière le velours. Bernard se pencha en avant, son sourire de vendeur fermement en place. La date limite de prolongation de la banque est lundi à 8 heures. Cela nous donne 72 heures pour obtenir du capital supplémentaire. Une fois que nous aurons franchi cet obstacle, le projet avancera et tout le monde en profitera, y compris toi. 72 heures, répétai-je. Et si je ne suis pas d'accord, alors la Banque nationale exige le remboursement du prêt. Les résidences Leroy passent en saisie. 3 ans de travail partis en fumée. Il écarta les mains. Tu laisserais vraiment ça arriver à ta propre famille? Marc intervint, se prélassant contre le mur avec son champagne. Allez, ma sœur. Ce n'est pas comme si tu avais des enfants ou un mari qui vidait tes comptes. Tu as l'argent qui traîne là. C'est quoi le problème? Je sentis quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Pas de la colère, pas encore. Quelque chose de plus calme. De la reconnaissance. Laissez-moi m'assurer que je comprends, dis-je calmement. Vous n'avez pas répondu à un seul appel téléphonique en 8 ans. Vous n'êtes pas venu à ma célébration de promotion. Vous n'avez reconnu aucun anniversaire, aucune fête, aucun cadeau que j'ai envoyé. Et maintenant, vous voulez que je vous remette chaque euro que j'ai économisé depuis mes 22 ans. L'expression de Catherine vacilla. Nous avons été occupés. Vous avez encaissé les chèques, par contre. Chacun. Les 8 000 de Marc pour sa start-up. Vos 15 000 pour la réparation du toit. Je regardais Catherine. C'était une belle Lexus, au fait. Silence. Le sourire de Bernard s'est étendu. Il ne s'agit pas du passé, Sylvie. Il s'agit de la famille qui se mobilise quand ça compte. Vous m'avez élevé jusqu'à mes 18 ans, dis-je. C'était votre obligation légale. Après ça, j'ai payé mon propre chemin 68 000 € de prêts étudiants, 9 ans pour les rembourser. Ne présentez pas votre obligation comme une faveur que je dois rembourser. Catherine s'avança et je vis le calcul dans ses yeux. Si vous ne signez pas ici, dit-elle, peut-être devrions-nous en discuter quelque part de plus public. J'aurais dû m'y attendre. Catherine n'attendit pas ma réponse. Elle fit demi-tour, ouvrit la porte de la salle de bal en grand et éleva la voix assez fort pour couper à travers le quatuor de jazz et le murmure du champagne. Tout le monde
tout le monde, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre attention. La musique hésita. Les conversations s'éteignirent. 87 visages se tournèrent vers nous. Catherine se posta dans l'embrasure de la porte, parfaitement encadrée par la lumière, une main dramatiquement pressée sur sa poitrine. « Je suis tellement désolée d'interrompre, dit-elle, sa voix tremblante d'une émotion répétée. Mais je dois vous faire savoir ce qui se passe. La fille de Bernard, celle qu'il a accueillie ce soir à bras ouverts, vient de refuser d'aider son propre père dans le besoin. » Des murmures parcoururent la foule. 8 ans, la voix de Catherine monta. 8 ans qu'elle est partie, n'a jamais appelé, n'a jamais rendu visite. Et maintenant, quand son père demande de l'aide, un simple investissement familial, elle dit non. Ici même, à sa fête d'anniversaire. Je restais figé dans l'embrasure de la porte, regardant le récit échapper à son contrôle et passer sous le mien. Non, ce n'était pas ça. C'était son contrôle. Chaque mot calculé pour faire de moi la méchante. Nous avons essayé si fort de la joindre, continua Catherine, essuyant des yeux secs toutes ces années, mais elle était trop occupée avec sa vie à Lyon, trop occupée pour sa propre famille. Catherine. La voix de Bernard était tranchante. Ça suffit. Mais ce n'était pas suffisant. Pas pour elle. Elle avait trouvé son public, et elle jouait avec l'habileté de quelqu'un qui avait passé des décennies à jouer le rôle de l'épouse et de la belle-mère dévouée. Les invités me regardèrent avec des expressions allant de la pitié au dégoût. L'homme en costume gris écrivait furieusement. J'étais devenue la méchante de ma propre histoire, à moins que je ne change le script. Le murmure commença immédiatement. Elle a abandonné son propre père. 8 ans. Vous imaginez? Et à sa fête d'anniversaire, en plus. Je me tenais dans l'embrasure de la porte. 87 Père Dieu me disséquant, me jugeant, me trouvant défaillante. Une femme en perles secoua lentement la tête. Un homme en costume 3 pièces marmonna quelque chose à sa femme qui la fit grimacer. Une vieille femme que je reconnaissais vaguement comme une tante éloignée s'approcha de moi avec une déception gravée dans chaque ligne de son visage. « Ton père t'a tout donné, dit-elle. Il t'a logé, t'a envoyé à l'école, et c'est comme ça que tu le remercies ?» J'ouvris la bouche pour répondre, mais que pouvais-je dire? Qu'il avait cessé de payer quoi que ce soit le jour de mes 18 ans? Que j'avais travaillé 2 emplois pendant mes études, que je leur avais envoyé 23 000 € en 5 ans et que je n'avais jamais reçu le moindre merci. Ils ne me croiraient pas. Ils avaient déjà choisi leur histoire. Le journaliste en costume gris me regardait avec un intérêt non dissimulé, son stylo suspendu au-dessus de son carnet. Je pouvais voir le titre se former derrière ses yeux. Drame familial éclate au gala d'anniversaire d'un magnate de l'immobilier. Bernard se tenait derrière Catherine maintenant, son expression soigneusement neutre, laissant sa femme faire le sale boulot tandis qu'il maintenait une dénégation plausible. Marc sourit du bar à champagne et quelque chose changea en moi. 8 ans, 288 appels sans réponse, 23 000 € envoyés dans le vide. Et ça, cette humiliation publique, c'était ainsi qu'il me traitait quand je disais enfin non. J'avais passé toute ma vie d'adulte à essayer de gagner l'amour de personnes qui ne me voyaient que comme un fonds d'urgence. J'avais fini d'essayer. Excusez-moi, dis-je doucement et commençai à marcher vers la scène. Le microphone était toujours sur le support où Bernard l'avait laissé. Le projecteur pointait toujours vers la scène. J'entrai dans son éblouissement avant que quiconque ne puisse m'arrêter. Tout le monde, ma voix résonna dans les haut-parleurs, claire et stable. J'aimerais 5 minutes de votre temps. La pièce devint silencieuse. Catherine s'avança vers moi, le visage déformé par l'alarme. Sylvie, qu'est-ce que tu crois? Vos 5 minutes, répétai-je, regardant la foule. Ensuite, vous pourrez retourner à votre champagne et à vos suppositions. Je pense que vous méritez d'entendre toute l'histoire avant de décider qui est le méchant. Je vis la mâchoire de Bernard se serrer. Marc posa son verre de champagne. Le journaliste en gris se pencha en avant, stylo prêt. Je fouillai dans mon sac et sortis mon téléphone. Je m'appelle Sylvie Leroy. J'ai 34 ans. Je suis comptable en gestion senior chez Duval et Mercier Consulting à Lyon. Et j'ai essayé de rester connecté à cette famille pendant 8 ans. Je regardais Catherine, Bernard, les 87 témoins qui avaient déjà décidé que j'étais la fille ingrate qui avait abandonné son père mourant. Vous avez entendu une version de cette histoire ce soir. Maintenant,
laissez-moi vous en montrer une autre. Mes mains étaient stables alors que je connectais mon téléphone au système d'affichage de la salle de bal, le même système qu'ils avaient utilisé plus tôt pour le diaporama des plus grandes réalisations de Bernard. L'écran principal derrière moi s'anima. J'ai été silencieuse pendant 8 ans, dis-je. J'ai envoyé de l'argent quand on me l'a demandé, appelé quand on m'a ignoré, et trouvé des excuses pour des gens qui ne pouvaient pas se souvenir de mon anniversaire. Ce soir, je vais cesser d'être silencieuse. Je pressai le play. Commençons par les chiffres. Et tout le monde, avant de continuer, je dois vous demander, qu'auriez-vous dit là-haut devant 87 personnes qui pensaient déjà que vous étiez le méchant? Seriez-vous parti? Auriez-vous riposté? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous êtes nouveau ici, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification pour ne pas manquer la suite. Maintenant, laissez-moi vous dire exactement ce que je leur ai montré. Le premier document apparu sur l'écran derrière moi. Un relevé bancaire de la Banque Postale daté de janvier 2017. Il s'agit d'un virement bancaire de 8 000 €, expliquai-je, en gardant ma voix calme. Envoyé à Marc Leroy pour un investissement de start-up qui a échoué 4 mois plus tard. Pas de remboursement, pas de reconnaissance. Je fis glisser l'image suivante. Mars 2021. 15 000 € transférés à Catherine Leroy pour des réparations d'urgence au toit. Je laissai cela s'installer un instant. 2 mois plus tard, Catherine a posté une photo de sa nouvelle Lexus sur Instagram. Le toit, à ma connaissance, reste inchangé. Murmure de la foule. Le visage de Catherine était devenu pâle. Au cours des 8 dernières années, j'ai transféré 23 000 € à des membres de cette famille. Chaque virement est documenté ici. Relevé bancaire, confirmation de virement, date, montant. Je sortis ensuite le journal d'appel. 3 pages d'appels sortants, chacun surligné en jaune. 288 appels téléphoniques, tous sortants. Vous pouvez voir la durée ici. La plupart d'entre eux se terminent à 0 minutes et 0 secondes. C'est ce qui se passe quand on tombe directement sur la messagerie vocale. Quelqu'un dans la foule toussa nerveusement. Et ici, je passais à une capture d'écran. Sont les 2 seuls SMS que j'ai reçus de cette famille en 8 ans. Tous 2 demandant de l'argent. Pas de « comment vas-tu » Pas de « joyeux anniversaire » Pas de « tu nous manques ». La tante âgée qui m'avait grondé plus tôt regardait l'écran, la bouche légèrement ouverte. Je ne vous demande pas de me plaindre, dis-je. Je vous montre des faits parce que quelqu'un vient de dire à cette pièce que j'avais abandonné ma famille. Les chiffres suggèrent une autre histoire. Je regardais directement Bernard. À ton tour d'expliquer, papa, où dois-je continuer? Le visage de Bernard était passé de confiant à granitique. Il ne bougea pas. Bien, dis-je. Permettez-moi de continuer. Je sortis la série de documents suivante, les dépôts publics qu'Antoine m'avait envoyés. Les résidences Leroy, 12 maisons de ville de luxe, le projet phare de mon père. Je pointai l'écran. Ce sont des registres publics du bureau du greffier du tribunal de commerce de Paris. N'importe qui dans cette pièce peut les vérifier. Le premier dépôt apparut. Une plainte de construction Martinez datée d'octobre de l'année dernière. 89 000 € de factures impayées. 3 entrepreneurs poursuivent actuellement Leroy Investissement pour non-paiement. Total dû, 280 000 €. J'entendis quelqu'un halter. Un homme âgé près du bar posa son verre très délicatement. Le projet a 7 mois de retard. Le prêt bancaire de 2,1 millions de la Banque nationale a une date limite de prolongation au 20 avril. C'est dans 5 jours. Je sortis le document final, l'autorisation de virement de fonds que j'avais photographié 30 minutes plus tôt. C'est ce qu'ils m'ont demandé de signer ce soir. Voyez cette clause ici? Investissement non remboursable en cas de dissolution du projet. Cela signifie que si le projet échoue, ce qui est fort possible, je perds tout. La pièce était devenue complètement silencieuse. Ils ne m'ont pas invité à cette fête parce qu'il me manquait, dis-je. Ils m'ont invité parce qu'ils avaient besoin de 127 000 €. C'est toutes mes économies, 12 ans de travail, et ils voulaient que je leur remette sans recours si tout s'effondrait. Je regardais le journaliste qui écrivait si vite que sa main était floue. Vous voulez vérifier tout cela? Bureau du greffier du tribunal de commerce de Paris. Les numéros de dossier sont là, à l'écran. Derrière moi,
Bernard parla enfin. Sylvie, tu détruis cette famille. Non, papa, tu l'as déjà fait. Bernard s'avança vers la scène, son sang-froid se fissurant comme de la glace mince. Ce sont des affaires familiales privées, dit-il, sa voix portant ce ton autoritaire qu'il utilisait pour conclure des affaires. Sylvie est clairement émotive et confuse. Je suis une comptable en gestion certifiée, papa. J'analyse littéralement des documents financiers pour vivre. Je ne suis pas confuse. Catherine se précipita, ses talons claquant sur le marbre. Elle essaie de nous saboter. Des années de silence, et maintenant elle se présente pour humilier son propre père devant ses amis et collègues. Vous m'avez invité, Catherine. Vous avez envoyé l'invitation à mon adresse. Nous essayons de vous inclure, de rassembler la famille. Je levai mon téléphone, toujours connecté à l'écran. Dois-je afficher l'email que vous avez envoyé à l'avocat de papa il y a 6 semaines? Celui où vous mentionnez spécifiquement mon compte d'épargne et discutez de la nécessité de présenter un front familial uni pour obtenir ma coopération? Le visage de Catherine devint blanc. Comment as-tu? Vous avez mis en copie l'email de l'entreprise de papa qu'il partage avec son associé qui partage un comptable avec mon cabinet? Je gardai ma voix calme. Je suis très bonne dans mon travail, Catherine. Marc s'éloigna du bar, titubant légèrement. C'est ridicule. Elle est juste en colère parce qu'elle n'a jamais été à sa place. Elle n'a jamais. Marc coupa Bernard sèchement. Arrête de parler. Mais Marc ne l'écoutait déjà plus. Nous sommes censés faire semblant qu'elle est une sorte de victime. Elle est partie. Elle a déménagé à l'autre bout du pays et a à peine appelé. 288 appels, dis-je doucement. Voulez-vous que je montre le journal à nouveau? Silence. Le stylo du journaliste s'était arrêté de bouger. Il regardait juste maintenant, transfixé par le désastre qui se déroulait. Dans la foule, je vis un homme que je reconnaissais des nouvelles. Un promoteur immobilier qui avait été partenaire de mon père sur 2 projets précédents. Il se dirigeait déjà vers la sortie. La première personne à parler ne fut pas celle à qui je m'attendais. C'était un homme âgé aux cheveux argentés et à l'allure de quelqu'un qui avait passé des décennies à conclure des affaires en conseil d'administration. Je le reconnus sur le diaporama précédent. Georges Dubois, l'un des plus anciens associés de mon père. Bernard, sa voix résonna dans la salle de bal silencieuse. Tu dois 300 000 € à des entrepreneurs et tu organises une fête qui a coûté quoi? 50 000, 60 000? La mâchoire de Bernard se serra. Georges, ce n'est pas. J'allais investir 200 000 € de plus dans ton nouveau développement le mois prochain. Georges posa son verre de champagne avec un cliquetis décisif. Je pense que je vais reconsidérer cela. Il se dirigea vers la sortie sans regarder en arrière. La tante âgée qui m'avait grondé plus tôt s'approcha de la scène, son visage transformé par quelque chose qui ressemblait à un véritable regret. Jeune femme, dit-elle doucement. Je vous dois des excuses. Je n'avais aucune idée. Bernard a toujours dit que vous étiez trop occupé pour rendre visite, que vous préfériez votre indépendance. Je préférais une famille qui répondait à mes appels téléphoniques, madame. Elle hocha lentement la tête, puis se tourna pour regarder Bernard avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Déception, dégoût, les deux. Plus d'invités partaient maintenant. Ne se précipitant pas. Cette foule était trop polie pour ça, mais ils partaient définitivement. Les murmures avaient changé de direction. Plein de justice contre les entrepreneurs. A essayé de prendre ses économies. Elle avait des preuves de tout. Je vis Catherine essayer d'intercepter les invités partants. Son sourire désespéré. C'est un malentendu. Elle a toujours été difficile. Bernard est un père merveilleux. Personne ne s'arrêtait pour écouter. Le journaliste en gris croisa mon regard et acquiesça une fois. Pas d'approbation exactement, plutôt une reconnaissance. C'était une histoire maintenant. Elle serait imprimée le matin. Bernard se tenait seul au centre de sa propre fête, regardant son empire s'effondrer en temps réel. Je descendis de la scène. Les invités restants s'écartèrent pour moi comme si je portais quelque chose de contagieux. Ou peut-être quelque chose qu'ils ne voulaient pas attraper. L'échec. Le scandale. La vérité. Bernard m'intercepta à mi-chemin de la porte.
De près, je pouvais voir les rides autour de ses yeux, le gris à ses tempes, les calculs désespérés toujours à l'œuvre derrière son expression. Sylvie, sa voix avait baissé pour que je sois la seule à l'entendre. Tu as fait ton point. Maintenant, parlons de la façon dont nous allons réparer ça. Il n'y a rien à réparer, papa. Je suis ton père. Cela ne veut-il rien dire? Je le regardais. Vraiment regardé et je ressentis quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Pas de la colère, pas de triomphe, juste une profonde et creuse tristesse. J'ai passé 8 ans à essayer d'être ta fille, dis-je. Tu as passé 8 ans à me traiter comme un compte bancaire de secours. J'ai fini de faire des auditions pour un rôle que je n'allais jamais obtenir. Je sortis l'autorisation de virement de fonds de mon sac, la copie que j'avais photographiée plus tôt. Lentement, délibérément, je la déchirai en 2, puis en 4. Ceci est ma réponse. Je plaçai les morceaux dans sa main. Catherine pleurait maintenant. De vraies larmes ou une performance, je ne pouvais pas dire. Marc avait disparu, probablement au bar ouvert. Les invités restants firent semblant d'examiner le plafond, les lustres, tout sauf le patriarche mourant de Leroy Investissement. Je me dirigeai vers la sortie et m'arrêtai dans l'embrasure de la porte. J'ai essayé pendant 8 ans, dis-je assez fort pour que quiconque écoutait encore l'entende. Je n'ai plus besoin de votre approbation. À partir de ce soir, vous n'avez plus de fille. Je sortis dans la nuit parisienne, la porte se refermant derrière moi. Pour la première fois en 8 ans, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Mais ce n'était pas la fin. C'était juste le début de ce qui allait suivre. J'ai appelé Antoine depuis l'aéroport de Paris à 23h47. J'ai vu la vidéo, dit-il avant que je puisse parler. Quelqu'un l'a postée sur Facebook il y a 20 minutes. Sylvie, tu vas bien? Je vais bien. J'ai été surprise de constater que c'était vrai. Je suis à l'aéroport et je prends le vol de nuit pour rentrer chez moi. La vidéo a déjà 1200 vues. La section des commentaires est intense. Je n'avais pas pensé au téléphone. Bien sûr, les gens l'avaient enregistré. 87 témoins avec des smartphones, et je venais de faire la performance de ma vie. Ça va empirer avant de s'améliorer, dis-je. Le journaliste était du journal des affaires de Paris. Ce sera imprimé demain matin. Laisse-le être, la voix d'Antoine était ferme. Tu as dit la vérité. C'est tout ce que tu as fait. Je regardais un avion décoller par la fenêtre du terminal, ses lumières disparaissant dans l'obscurité. Je vais changer de nom. Silence sur la ligne. Je sais que ça semble radical, continuai-je, mais j'y pense depuis des mois. Je ne veux plus être Sylvie Leroy. Je ne veux pas de ce nom. Je ne veux plus aucune connexion avec eux. C'est même possible? Oui. Le droit français autorise les changements de nom légaux pour toute raison qui n'est pas liée à la fraude. J'ai déjà fait des recherches sur le processus. La comptable en moi, toujours 3 pas en avance. Les frais de dépôt sont de 98 €. Cela prend environ 6 à 8 semaines. Quel nom choisis-tu? Je souris. Le premier vrai sourire depuis des heures. Violette Dubois. Le nom de ma grand-mère. La mère de ma mère. La dernière personne de ma famille qui m'ait vraiment aimé sans condition. Antoine resta silencieux un instant. Violette Dubois. J'aime bien. Je vais disparaître, Antoine. Nouveau nom, nouvelle ville, nouvelle vie. Ils ne pourront pas me trouver. Et Marc, Catherine, Bernard? Qu'ils vivent avec les conséquences de leur choix. J'en ai assez de nettoyer leur gâchis. Le bureau de Madame Laurent était au 3e étage d'un modeste immeuble du centre-ville de Lyon. Elle était spécialisée en droit de l'identité, changement de nom, consultation en matière de protection des témoins, personnes recommençant leur vie pour une raison ou une autre. Votre situation est simple, dit-elle, faisant glisser un dossier sur son bureau. Code civil français, article 61. Vous pouvez demander un changement de nom légal tant que vous ne le faites pas pour échapper à des créanciers, à une responsabilité pénale ou pour commettre une fraude. Je veux juste cesser d'être une Leroy. C'est une raison parfaitement valable. Madame Laurent sourit. Elle avait clairement entendu des histoires similaires auparavant. Voici comment fonctionne le processus. Nous déposons une requête en changement de nom auprès du tribunal de grande instance de Lyon, frais de dépôt de 98 €.
Le tribunal fixe une date d'audience, généralement dans les 6 à 8 semaines. En l'absence d'objection, le juge rend une ordonnance, et votre nouveau nom devient légal. Je regardais le formulaire. Nom légal actuel du requérant, Sylvie Claire Leroy. Nouveau nom légal proposé, j'écrivis soigneusement, Violette Marie Dubois. Après l'émission de l'ordonnance, continua Madame Laurent, vous devrez mettre à jour votre carte de sécurité sociale, votre permis de conduire, votre passeport, vos comptes bancaires, tout. C'est fastidieux, mais pas compliqué. Et si ma famille essaie de me trouver? Votre nouveau nom est un registre public s'ils savent vous chercher. Mais rien ne vous oblige à leur dire. Pas d'adresse de réexpédition, pas de notification. Vous devenez simplement une personne différente légalement parlant. Je signai la requête. Une dernière chose, dit Madame Laurent alors que je me levais pour partir. Je fais ce métier depuis 15 ans. Les personnes qui changent de nom parce qu'elles veulent échapper à des situations familiales abusives ou exploitantes, elles ne le regrettent presque jamais. Ce sont celles qui continuent d'espérer que la famille changera qui finissent par revenir dans mon bureau, le cœur brisé. J'ai fini d'espérer, dis-je. Bien. À dans 6 semaines, Madame Dubois. 8 semaines plus tard, Sylvie Leroy cessa d'exister. L'ordonnance du tribunal arriva un mardi après-midi. Une simple feuille de papier qui changea tout. Numéro de dossier 2024 CV 3892. Dans l'affaire de Sylvie Claire Leroy, requérante. La requête en changement de nom est par la présente accordée. Le nom légal de la requérante sera dorénavant Violette Marie Dubois. Je la regardai longtemps. Puis je me mis au travail. La maison se vendit en 3 semaines. Un jeune couple avec un nouveau bébé. Excité par le quartier. Enchanté par le prix, une offre de 285 000 € en espèces. Après avoir remboursé le reste du prêt immobilier, je me retrouvais avec 112 000 €. Je résiliai mon numéro de téléphone, le même numéro que j'avais eu pendant 12 ans, celui que j'avais laissé sur 88 messages vocaux qui n'avaient jamais été retournés. Disparu. J'ai supprimé mes comptes de messagerie, mon profil Facebook, mon LinkedIn, tout ce qui disait Sylvie Leroy a disparu du monde numérique. Antoine était la seule connexion avec mon ancienne vie. Je lui ai donné une adresse de boîte postale à Bordeaux, France, pour les urgences seulement. Et si quelqu'un demande, tu n'as pas eu de mes nouvelles depuis des années. Ils appellent déjà, dit-il. L'assistante de ton père, un avocat. Il n'arrête pas de demander si je sais où tu es. Tu ne sais pas. C'est la vérité. Il hocha la tête. Fais attention, Violette. C'était étrange d'entendre ce nom à voix haute. Étrange, mais juste. J'ai embarqué dans un avion pour Bordeaux un matin de juin gris. Nouvelle ville, nouveau nom, nouveau départ. La femme qui est descendue de cet avion n'était plus Sylvie Leroy. La fille invisible, la donneuse sans fin, le compte bancaire d'urgence. Elle était Violette Dubois. Et pour la première fois de ses 34 ans, elle n'appartenait à personne d'autre qu'à elle-même. Antoine m'a appelé en novembre. Je pensais que tu voudrais savoir, dit-il. C'est fini. J'étais assise dans mon nouvel appartement à Bordeaux, regardant la pluie ruisseler sur les fenêtres du 11e étage, surplombant la Garonne. Petit, mais à moi. Les résidences Leroy ont été saisies en juillet. La Banque nationale a exigé le remboursement du prêt lorsque ton père n'a pas pu obtenir de capital supplémentaire. Le projet est passé sous séquestre. La banque a enregistré une perte d'environ 800 000 €. Ton père? Antoine fit une pause. Il a tout perdu. Sylvie, Violette, pardon, je m'y habitue encore. Je ne ressentais pas la satisfaction que j'avais attendue. Juste une finalité creuse, comme regarder un bâtiment où j'avais vécu s'effondrer enfin. Le journal des affaires de Paris a publié un article de suivi le mois dernier, continua Antoine. Le drame familial d'un promoteur local devient viral. 23 000 vues en ligne. Ils ont interviewé certains des invités de la fête. Personne n'investit plus avec lui. Et la maison. La propriété de la rivière aux Chênes a été mise en vente en septembre. Il a dû vendre pour couvrir les poursuites des entrepreneurs. L'article disait qu'il loue un appartement en banlieue. Alors, je pensais à l'homme que j'avais vu à la fête. Cheveux argentés, costume Tom Ford, entouré d'admirateurs, le patriarche de la famille Leroy,
maître de son domaine, vivant maintenant dans un appartement en location, sa réputation en ruine. L'Association des investisseurs immobiliers de Paris a voté pour révoquer son adhésion, ajouta Antoine. Conduite indigne ou quelque chose comme ça. Il est essentiellement blacklisté de toutes les grandes affaires de la ville. Je fermais les yeux. Merci de me l'avoir dit. Tu vas bien? Est-ce que j'allais bien? Je n'étais pas sûr. Je ne me sentais pas victorieuse. Je ne me sentais pas vengeresse. Je me sentais juste distante, comme si je lisais la vie de quelqu'un d'autre. Je vais bien, dis-je. Je construis quelque chose de nouveau. Marc a d'abord essayé de me retrouver. Antoine m'en a parlé en janvier. Mon demi-frère avait apparemment passé 3 semaines à essayer de me localiser par tous les moyens auxquels il pouvait penser. Il avait envoyé un message à mon ancien compte Facebook, désactivé, appelé mon ancien numéro de téléphone, déconnecté, envoyé un email à mon ancien Gmail. Le compte n'existe plus. Il s'était présenté à Duval et Mercier Consulting en demandant Sylvie Leroy. La réceptionniste lui avait dit que personne de ce nom ne travaillait là, car le dossier du personnel de Violette Dubois ne faisait aucune mention d'une identité précédente. Il avait même conduit jusqu'à mon ancienne maison à Lyon. Les nouveaux propriétaires, naturellement confus, lui avaient dit que l'ancien propriétaire avait déménagé 6 mois plus tôt. Pas d'adresse de réexpédition. Non, il ne savait pas où. Il semble désespéré, dit Antoine. Pas hostile, juste perdu. J'ai traité cette information avec attention. Marc n'avait jamais été cruel. Exactement. Juste suffisant, irréfléchi, le produit de parents qui lui avaient tout donné et n'avaient rien attendu en retour. Il a envoyé une lettre à ton ancienne adresse, continua Antoine. Les nouveaux propriétaires me l'ont transmise car je me suis occupé des documents de vente. Veux-tu que je te l'envoie? J'y ai réfléchi un long moment. Oui. La lettre arriva une semaine plus tard, manuscrite sur une feuille de cahier ordinaire. L'écriture de Marc avait toujours été terrible. Je me souvenais de l'avoir taquiné à ce sujet quand nous étions plus jeunes, avant que tout ne s'effondre. Sylvie, ou quoi que tu t'appelles maintenant. Je ne sais pas si tu liras un jour ceci. Je suis désolé. Je ne savais pas pour les appels téléphoniques. Je ne savais pas pour l'argent. Maman, Catherine, elle contrôlait tout. Et je l'ai simplement suivi parce que c'était plus facile. Je travaille chez Boulanger maintenant. Premier vrai travail, première fois que je paie mon propre loyer. Je comprends maintenant. Plus ou moins. S'il te plaît, réponds. S'il te plaît. Ton frère, si tu veux encore de moi, Marc. J'ai plié la lettre et l'ai rangée. Je n'étais pas prête. Pas encore. Et tout le monde, avant de continuer, je veux vous demander quelque chose. Beaucoup de gens m'ont demandé si j'avais déjà ressenti de la culpabilité. Est-ce que ma famille me manquait? Donnerais-je un jour une seconde chance à Marc? Je répondrai à cela dans un instant. Mais d'abord, si vous regardez toujours, veuillez prendre une seconde pour aimer cette vidéo. Cela aide vraiment la chaîne et cela me fait savoir que ces histoires comptent pour vous. D'accord, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé ensuite. La chute de Catherine fut plus discrète que celle de Bernard, mais non moins complète. J'en ai entendu parler par Antoine, qui en a entendu parler par un collègue qui avait assisté à un gala de bienfaisance à Paris. Le genre d'événement que Catherine avait l'habitude de dominer. Robe de créateur, positionnement stratégique, baisers aériens aux bonnes personnes. Elle n'avait pas été invitée cette année. La nouvelle s'était répandue dans les cercles sociaux qui comptaient pour elle. La vidéo de la fête, les poursuites, la saisie, mais surtout la vidéo. Quelqu'un l'avait montée pour n'en garder que les moments clés. L'accusation publique de Catherine, mes preuves, son visage devenant blanc quand j'ai mentionné sa Lexus. 300 000 vues sur diverses plateformes. Les commentaires étaient brutaux. Imaginez essayer de voler les économies de sa belle-fille et la traiter d'ingrate. La belle-mère de tous les contes de fées. Sauf que c'est la vraie vie. Reine de la manipulation prise en caméra. Ses amis, les femmes avec qui elle avait déjeuné, voyagé, rivalisé pendant des décennies, l'avaient discrètement retirée de leur groupe de discussion, de leur dîner, de leur vie. Personne ne voulait être associé à la femme de cette vidéo. L'adhésion au country club a expiré quand ils n'ont pas pu payer les cotisations.
La Lexus a été vendue. Les diamants que Catherine avait portés à l'anniversaire de Bernard étaient maintenant dans un prêteur sur gage quelque part. Et le mariage, selon les sources d'Antoine, ne tenait qu'à un fil. Bernard la blâme pour la confrontation publique. Il aurait dit que si elle s'était tue, ils auraient pu gérer ça en privé. Ils se battaient constamment. Je les imaginais dans leur appartement en location, les murs se refermant, chacun pointant l'autre du doigt, tandis que leur vie soigneusement construite s'effondrait autour d'eux. Je n'avais pas pitié de Catherine, mais je ne me sentais pas triomphante non plus. Je me sentais juste libre. Mon père a engagé un détective privé en février. Antoine l'a découvert par hasard. L'enquêteur avait appelé Duval et Mercier pour poser des questions sur une ancienne employée nommée Sylvie Leroy. Diligence raisonnable standard, avait-il affirmé, vérification des antécédents pour une affaire financière. La réceptionniste, dûment formée, avait refusé de fournir toute information. Selon Antoine, l'enquêteur facturait 3 000 € par semaine. Pendant 2 mois, Bernard Leroy a payé quelqu'un pour chercher une fille qui n'existait plus. La trace de Sylvie Leroy s'arrêtait au tribunal de grande instance de Lyon, dossier numéro 2024 CV 03892. Mais la loi française n'exigeait pas que les registres de changement de nom incluent le nouveau nom dans les documents accessibles au public sans une ordonnance du tribunal qui exigeait de prouver un préjudice. Mon père ne pouvait pas accéder à la partie scellée du dossier. L'enquêteur a dit à Bernard que c'était une impasse. Elle a changé de nom, vendu sa maison, annulé tous ses comptes. Si elle ne veut pas être trouvée, elle ne le sera pas. 24 000 €. C'est ce que mon père a dépensé pour essayer de me localiser. L'ironie ne m'a pas échappé. 8 ans plus tôt, il ne pouvait pas se donner la peine de répondre à un appel téléphonique. Maintenant, il perdait de l'argent qu'il ne pouvait pas se permettre, cherchant désespérément la fille qu'il avait ignorée pendant une décennie. Il a retiré l'enquêteur la semaine dernière, ajouta Antoine. Il a dit qu'il ne pouvait plus se le permettre. Je suis resté longtemps avec cette information. Une partie de moi, une petite partie têtue que j'essayais de faire taire depuis des mois, se demandait si cela signifiait qu'il se souciait réellement, si tout perdre l'avait enfin fait voir ce qu'il avait jeté. Mais la plus grande partie de moi savait mieux. Il ne cherchait pas sa fille. Il cherchait son dernier actif restant. Et cet actif s'était rendu impossible à trouver. L'hiver à Bordeaux était gris et humide et absolument magnifique. J'avais trouvé un appartement dans le quartier de la Bastide, au 11e étage, avec des fenêtres allant du sol au plafond qui donnaient sur la Garonne. Les jours clairs, je pouvais voir les coteaux lointains. Les jours gris, ce qui était la plupart du temps, je regardais la pluie et ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. Mon nouveau travail chez Finance du Sud-Ouest était tout ce que mon ancien poste avait été, sans le fardeau. Même travail, audit, réconciliation, le casse-tête satisfaisant de faire correspondre les chiffres, contexte différent, nom différent sur mon bureau, personnes différentes qui répondaient quand quelqu'un appelait. Violette, peux-tu regarder ces projections trimestrielles? Violette, déjeuner dans la salle de pause. Violette, on prend un verre vendredi. Tu es partante? Chaque fois que j'entendais ce nom, quelque chose s'installait un peu plus profondément dans ma poitrine. J'avais fait des amis, de vrais. Sarah de la comptabilité qui adorait les podcasts de True Crime. Jacques du service juridique qui faisait le meilleur café et partageait toujours le cours de yoga du jeudi soir où personne ne savait rien de moi, sauf que je me présentais chaque semaine. Noël approchait et pour la première fois en 8 ans, je n'ai pas acheté de carte pour la famille Leroy. Je n'ai pas souffert en choisissant des cadeaux qui ne seraient jamais reconnus. Je n'ai pas passé décembre à me demander si ce serait l'année où ils appelleraient enfin. Au lieu de cela, j'ai décoré mon appartement avec des guirlandes lumineuses. J'ai acheté un petit sapin au marché des agriculteurs. J'ai accepté une invitation à un dîner de Noël chez les parents de Sarah. Des étrangers qui m'ont accueilli parce que leur fille avait dit que je valais la peine d'être connu. Le matin de Noël, je me suis réveillé seul dans mon appartement, j'ai fait du café et j'ai regardé la pluie tomber sur la ville. Ils ne me manquaient pas. L'idée qu'ils existaient me manquait, mais la réalité, j'étais mieux sans. La lettre arriva en janvier. Antoine me l'avait transmise via notre système convenu. Son adresse vers ma boîte postale, pas d'adresse de retour sur l'enveloppe extérieure. À l'intérieur se trouvait une deuxième enveloppe, froissée et réadressée plusieurs fois. L'écriture de Marc. J'ai fait du thé avant de l'ouvrir.
Je me suis assise près de la fenêtre. J'ai regardé les bateaux sur la rivière. Puis j'ai lu, Sylvie, ou quoi que tu t'appelles maintenant. Je sais que tu ne liras probablement jamais ceci. Tu as probablement jeté tout ce que je t'ai envoyé, mais je vais continuer d'essayer parce que c'est tout ce que je sais faire maintenant. Je travaille chez Boulanger. Vente au sol, salaire minimum plus commission. C'est humiliant et épuisant et la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Pour la première fois de ma vie, je gagne quelque chose au lieu de juste le recevoir. Papa a tout perdu. Tu le sais probablement. Maman, Catherine, elle a déménagé le mois dernier. Il divorce. Il est seul dans cet appartement, buvant trop, appelant d'anciens contacts qui ne répondent pas à ses appels. Je ne te demande pas de le plaindre. Je ne te demande même pas de me pardonner. Je te demande de savoir que je comprends maintenant ce que c'est de travailler pour quelque chose. Ce que c'est d'être ignoré par des gens qui sont censés se soucier de toi. Ce que c'est de réaliser que tu avais tort sur tout. J'essaie de m'améliorer. Je ne sais pas si je réussirai, mais je voulais que tu saches que j'essaie. Ton frère, si tu veux encore de moi, Marc. J'ai plié la lettre et l'ai remise dans son enveloppe. Puis j'ai pris une feuille de papier vierge et j'ai écrit ma réponse. Courte, claire, honnête. Marc, j'ai lu ta lettre. Je suis contente que tu apprennes, mais je ne suis pas prête pour une relation avec qui que ce soit de cette famille. Peut-être un jour, peut-être jamais. J'espère que tu comprends. V. Je l'ai posté le lendemain. Pas d'adresse de retour. Voici ce que personne ne vous dit à propos de l'établissement de limites. Cela semble égoïste jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Pendant 8 ans, j'avais mesuré ma valeur à la quantité que je pouvais donner à des personnes qui ne me rendaient jamais rien. Chaque appel sans réponse était un test que j'avais échoué. Chaque cadeau ignoré était la preuve que je n'essayais pas assez fort. J'avais construit toute mon identité autour du fait d'être la bonne fille, la fiable, le membre de la famille qui se montrait toujours. Et qu'est-ce que cela m'avait apporté? Une place à une fête d'anniversaire conçue pour extorquer mes économies. Assise dans mon appartement de Bordeaux, regardant la pluie hivernale, j'ai finalement compris quelque chose qui m'avait pris 34 ans à apprendre. Les limites ne sont pas des murs. Il ne s'agit pas d'exclure les gens. Il s'agit de décider qui a accès à votre vie et à quelles conditions. Je ne haïssais pas Bernard. Je ne haïssais pas Catherine. Je ne haïssais même pas Marc, qui commençait enfin à devenir la personne qu'il aurait dû être depuis le début. Je n'avais juste plus de place pour eux. Ma thérapeute, oui, j'avais commencé à en consulter une. Une femme douce nommée docteur. Martin, spécialisé dans l'éloignement familial, appelait cela l'acceptation radicale. Vous n'êtes pas responsable de leur choix, a-t-elle dit lors d'une de nos séances. Vous n'êtes responsable que des vôtres, et vous avez choisi de vous protéger. Ce n'est pas égoïste. C'est de la survie. J'ai pensé à toutes les années que j'avais passées à espérer qu'ils changeraient. Toute l'énergie que j'avais investie dans une relation qui ne coulait que dans une direction. Maintenant, j'utilisais cette énergie pour d'autres choses, pour des amitiés qui me nourrissaient, pour un travail qui me réalisait, pour une vie qui n'appartenait qu'à moi. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus simple et de plus puissant. Le respect de soi. Et cela, je l'ai réalisé, valait plus que n'importe quel héritage. Le printemps arriva à Bordeaux début mars. Des cerisiers en fleurs bordant les rues, le soleil perçant les nuages, toute la ville exhalant après des mois de grisaille. J'étais assise dans mon café préféré près des quais, mon ordinateur portable ouvert, révisant des projections pour une réunion client quand mon téléphone vibra. Dîner ce soir, ce nouveau taille, Sarah. Je souris et tapais en retour, oui, 19h. Parfait. Apporte ton appétit. Je commande tout. Je fermai mon ordinateur portable et regardai par la fenêtre. Un jeune couple passa avec une poussette. Un vieil homme nourrissait des pigeons au coin de la rue. Un groupe de touristes prenait des photos des ponts. Des moments ordinaires, le genre que j'avais passé 8 ans à attendre de partager avec une famille qui n'avait jamais voulu les partager avec moi. Maintenant, je les partageais avec des gens qui se montraient vraiment. Mon compte d'épargne se redressait, plus lentement qu'avant, mais régulièrement. Finance du Sud-Ouest m'avait offert un poste de senior avec une augmentation. Je pensais à acheter un petit appartement,
peut-être quelque chose avec vue sur la rivière. Pour la première fois de ma vie, je faisais des plans sans tenir compte de ce que ma famille pourrait attendre de moi. J'avais l'habitude de penser que la famille, c'était le sang. Qu'être une Leroy signifiait quelque chose de fondamental sur qui j'étais et ce que je devais. Que si j'essayais juste assez fort, si j'aimais assez fort, si je donnais assez de moi-même, ils finiraient par m'aimer en retour. J'avais tort. La famille, ce sont les gens qui choisissent d'être dans votre vie, qui vous rappellent, qui se présentent sans qu'on le leur demande, qui n'attendent rien de vous si ce n'est votre présence. Je suis Violette Dubois maintenant, 35 ans, comptable, amie, survivante, et pour la première fois de ma vie, je sais exactement qui est ma famille. Ce sont ceux qui m'ont choisi tel que je suis. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de mon histoire. Si vous avez déjà été traité comme un distributeur automatique de billets par les personnes censées vous aimer, si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Et partir, ce n'est pas abandonner. Parfois, c'est la chose la plus courageuse que vous puissiez faire. Veuillez aimer cette vidéo si mon histoire a résonné en vous. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine. Et découvrez les autres histoires dans la description. Je pense que vous y trouverez quelque chose qui vous parlera. Je suis Violette Dubois. Nouveau nom, nouvelle vie.